Bonjour, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast Inachevé. Aujourd'hui, nous allons parler avec Vincent et Marine de nos tops culturels, livres, cinéma. Quand on dit livres, d'ailleurs, c'est littérature, philo. On va voir un peu tout ça. Bonjour à vous deux, comment allez-vous ? Coucou. Coucou Louis, coucou Marine. J'en profite pour dire que vous aurez peut-être observé que nous avons effectué une petite pause pendant les fêtes. Nous avons restructuré notre manière de nous organiser pour élaborer ce podcast tous ensemble et nous avons un programme pour l'année 2024 qui fourmille d'idées et d'imagination et on espère vous surprendre et vous ravir avec notre contenu qui va arriver pour cette année. On a commencé avec un premier podcast sur la fête pour bien commencer, mais on s'était dit que pour débuter cette année en bonne et due forme, il fallait aussi qu'on opère une légère rétrospective sur notre année 2023, sur nos lectures, sur les films également, ou n'importe quoi d'autre, sur le théâtre qu'on ait pu aller voir, pour introduire nos attentes aussi pour cette année 2024. Donc je pense qu'on peut commencer par parler de littérature. Marine, Louis, qui veut commencer ? Marine, je t'en prie. Oui, je pense. Je pense qu'il y a deux romans qui m'ont énormément marqué. C'était en début d'année le premier et en fin d'année le deuxième, donc j'ai eu un peu une année vide entre les deux, mais on va reparler. Mais non, le premier qui m'a vraiment marqué, c'était juste la découverte d'un auteur qui est devenu un de mes auteurs préférés. Et cet auteur s'appelle Hoffmann. Je pense que... Enfin, vu que j'en ai parlé pendant mon premier Une semaine, une œuvre, certains vont peut-être reconnaître une affiliation. Ouais, c'est un auteur du romantisme allemand et c'est un truc c'est un courant que je ne connaissais pas du tout et j'ai vraiment plongé dans son œuvre et j'ai lu tout ce qu'il a écrit et j'ai adoré plus particulièrement les contes, ou les fantaisies à la manière de Callot. Et c'est plein de petits... On va pas faire les résumés à chaque fois, mais c'est des petites historiettes qui ont un peu vraiment fondé le fantastique en tant que genre au XIXe siècle, qui a inspiré plein d'auteurs comme Edgar Allan Poe, mais qui a un style très particulier, qui repose aussi beaucoup sur la musique, sur la fantaisie, sur le rêve, bref. Et mon autre coup de cœur littéraire, c'était Moby Dick, en fin d'année, que j'ai vraiment lu sur... un peu bizarre, enfin un peu étrangement parce que j'étais en pleine je me remettais de mon opération et je savais pas du tout quoi lire parce que j'avais 2 semaines devant moi à dédier à un gros livre et j'ai choisi Moby Dick un peu comme ça au hasard et c'était incroyable parce que c'est un livre en fait qui est unique en son genre. Il y a des chapitres qui sont très très courts, d'autres qui sont des espèces d'études un peu étendues sur l'anatomie d'une baleine. Enfin, c'est vraiment un livre super hétéroclite et très étrange et je conseille vraiment de le lire si vous voulez plonger dans un univers et plonger dans un univers aussi un peu romantique et en même temps qui pose plein de questions contradictoires, philosophiques et qui n'y répondent pas d'ailleurs tout le temps mais voilà, c'est un livre un peu monde. Je sais pas si vous avez déjà étudié un peu des passages de Moby Dick ou si vous connaissez un peu l'œuvre. Si, je crois que Marine a étudié un peu Moby Dick, il me semble. Oui, moi je l'ai travaillé l'année dernière et j'avais voulu le lire. Et j'ai réalisé que c'était plus complexe qu'il n'y paraissait. Et je voulais surtout le lire en anglais. Et j'avais pas le temps de m'y atteler. Donc j'ai lu simplement les premiers chapitres. Et c'est vrai que en fait, on était vraiment très loin de ce que je... Enfin, j'avais une idée de Moby Dick qui était pas du tout celle de cette espèce de descriptif. Enfin, t'en parleras mieux que moi, mais... en mer, etc. Cette expédition qui est très romancée. Et en fait, je sais pas, je trouve que ça a parfois l'allure d'un catalogue et ça m'avait un peu prise par surprise. Mais c'est vrai que oui, je l'avais travaillé et ça m'avait donné très très envie de le lire. Ouais, c'est vraiment un catalogue en fait. Enfin, c'est très bizarre, c'est vraiment un roman qui commence comme tous les romans. Les 5 ou 6 premiers chapitres sont hyper... vraiment, sont super ancrés dans une méthode traditionnelle du roman et en même temps... dès qu'on est sur, alors, je vais pas tout spoiler, mais dès qu'on est sur l'aventure en mer, ça part sur une espèce de diversification du propos, avec plein de chapitres très singuliers, et en même temps on a une espèce d'unité qui se crée à partir de tout ça. Et les derniers chapitres sont bouleversants, je vais pas là pour le coup je vais vraiment pas en parler parce que faut le lire vraiment avec toute l'expérience de lecture,
que ce soit vraiment les... Bah, en plus, c'est un roman qui est très très long et qui est assez difficile. Vraiment, enfin, nous, avec Marine, on est angliciste et du coup, c'était un peu un livre dont tout le monde parlait et qu'on n'avait pas forcément lu. Et le langage est compliqué et c'est vrai que c'est un peu plombant parfois, mais c'est vraiment une expérience de lecture incroyable. Donc voilà. Et bah, du coup, je sais pas si Vincent, tu as un commentaire à dire sur Moby Dick, mais si t'as. Non, oui, mais c'est un livre que j'ai toujours eu très envie de lire, d'autant que je ne cesse de voir des éditions somptueuses ici au Canada, donc j'ai eu C'est d'autant vrai. plus envie de l'acheter assez récemment, mais je m'y suis jamais attelé. En tout cas, ça fait partie des livres que j'ai très envie de lire dans ma vie, mais peut-être pas tout de suite. Je comprends, ouais. Ouais, c'est un roman qui vraiment doit être lu, je pense, à une période très particulière. Il faut avoir du temps. Ouais, ouais, du temps et du courage. Mhm. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas voulu le lire dans le cadre scolaire avec des deadlines, etc. Parce que je voulais aller un peu à mon rythme. Et c'est vrai que en plein milieu de mon master, ça me semblait pas être Oui. la meilleure idée. Mais j'aimerais bien, c'est vrai, j'aimerais bien Mais après, c'est un livre qui le peut, remettre. vraiment un livre qui peut se lire du chapitre en chapitre, enfin vraiment un chapitre par soir. C'est tout. Enfin, c'est vraiment un truc. Il y a un rythme de lecture très particulier. C'est pas vraiment un roman super romanesque avec plein de rebondissements. Vraiment, il y a des chapitres dédiés à un sujet. Et ça fait très sens encyclopédie, du coup. Mais en même temps, c'est un peu l'aventure. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je préfère que les gens qui nous écoutent découvrent un peu la formule. Voilà, Ouais. c'était mes deux coups de Préserver cœur le livresques. mystère de l'œuvre. Bah, pour l'instant, je pense qu'on reste sur les livres, mais je passe la parole à Marine qui reçoit ma balle de tennis. Cette fois-ci, je la réceptionne. Moi, qu'est-ce que... Alors, j'avais commencé l'année dernière, j'avais terminé 2022 et commencé 2023 avec, comme vous savez, Murakami. Et un livre que j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé, c'était... alors, en français, c'est la chronique de l'oiseau... Ouh là Un là, ressort? un ressort, un truc comme ça? Ouais. Bon, on est très loin de... On est très loin de Melville et de d'Hoffman, mais enfin, c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je ne saurais pas donner de raison particulière parce que enfin, c'est pas de la grande, grande littérature, bien que je l'ai lu en anglais et je trouve qu'il se lit, il se lit mieux en anglais qu'il ne se lit en français. Mais je sais pas, c'est un livre qui était assez long et qui m'avait vraiment emporté comme peu de livres l'ont fait ces derniers temps. J'ai vraiment beaucoup de mal en ce moment à trouver un livre qui soit vraiment très très prenant et celui-là l'avait fait d'une façon un peu étonnante. Et c'est vrai que c'était à un moment donné où j'étais un peu entre deux eaux. Je revenais des États-Unis, je retournais en France, etc. Et je crois qu'il avait bien su m'immerger d'une façon assez intéressante. Et donc du coup après toute ma toute ma lignée de Murakami, mais celui dont je retiens vraiment, qui m'a vraiment marqué, c'était celui-là. Et un autre livre, c'était... Oh mon dieu, j'ai un problème avec les titres en français. C'est quoi C'est Rédemption Atonement, enfin Ah, de ouais. Ian McEwan. C'est un livre extraordinaire. En fait, je sais pas, j'en avais entendu parler parce que bah, c'est un film, enfin il y a un film qui est sorti il y a quelques années, ça s'appelle Expiation. Ouais, Donc, c'est d'accord, ça. Expiation. C'est un film qui est sorti il y a quelques années et j'arrêtais pas de voir des personnes lire certains extraits ou en parler et je m'étais dit que ce serait une bonne idée de le lire et en fait c'est un roman, comme ça de prime abord c'est pas quelque chose que j'aurais du tout eu envie de découvrir parce que c'est quelque chose qui est centré autour de la guerre et la littérature de guerre pour le coup c'est quelque chose qui me fascine pas particulièrement, mais il est extraordinaire. Enfin, la façon dont il est simplement agencé, la façon dont il y a une transmission de la voix et de la parole, c'est quelque chose que j'avais jamais découvert jusque-là et j'étais extrêmement surprise de découvrir ce livre qui m'a vraiment non seulement bouleversée, parce que l'histoire est très prenante, mais surtout d'un point de vue stylistique et d'un point de vue de l'écriture, je sais pas, j'ai été vraiment super étonnée. On rentre d'une façon très cathartique dans la tête des personnages. Et surtout, au tout début, parce que j'ai pas du tout envie de spoiler, mais le tout début, on est plongé dans l'imagination d'une enfant, d'une toute petite fille, quelque chose qui est pas facile, c'est quand même délicat, parce que imaginer les turpitudes d'une enfant, je sais plus quel âge elle a, mais elle est relativement jeune, c'est quelque chose qui est pas vraiment donné, qu'on peut pas nécessairement faire tout le temps.
ne serait-ce que jamais. Mais là, vraiment, on rentrait dans son imaginaire et on était confronté à une sorte de vision entre le monde de l'enfance et le monde adulte. En pleine période de guerre, et je sais pas, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc du coup, c'est un livre que je recommande particulièrement. J'ai vu le film après, j'ai pas du tout aimé le film. Donc comme quoi voilà. Ce qui est peut-être la preuve aussi que tu as véritablement aimé le livre. C'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, je pense que le film ne pouvait absolument pas faire ce que le livre essayait de retranscrire. Je pense qu'il a simplement romantisé un peu voilà l'histoire principale, parce qu'il y a une histoire, mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment pas l'intrigue, c'était vraiment pas cette histoire un peu contrariée entre les deux protagonistes, c'était vraiment le processus stylistique. Et évidemment ça, c'est presque impossible, enfin c'était impossible à reproduire dans le film. Voilà. Et Vincent, du coup, si tu as également des lectures, ou ne serait-ce en philosophie ou n'importe quoi, quelque chose qui t'a marqué? Oui, en termes de romans, c'est vrai que vous le savez, je lis moins de romans que vous, ne serait-ce que pour préparer les podcasts, c'est peut-être l'exception, mais je suis plus dans des découvertes philosophiques. Malgré tout, j'ai quand même commencé l'année en découvrant les œuvres poétiques de Borges, qui est quand même un auteur que l'on a l'habitude de lire pour ses expériences de pensée très radicales dans ses livres comme Fiction, l'Alep ou Le Sud. Il a aussi écrit de la poésie. À la fin de sa vie, il est devenu aveugle et il s'est mis à écrire seulement en poésie. Et c'est traduit par Ibarra, qui est un proche de Borges, qui connaît très très bien la littérature de Borges, et qui a une traduction qui est extrêmement subtile et assez gracieuse. Et c'est comme ça qu'avait commencé mon année 2023, avec cette poésie d'un auteur que j'affectionne beaucoup et que j'ai complètement redécouvert avec une pensée totalement transfigurée par la fonction poétique. Donc c'était une très belle surprise, je le conseille à quiconque apprécie Borges. C'est une manière de redécouvrir le personnage et son imaginaire d'une manière complètement nouvelle. À l'instar de Louis, j'ai eu une année littéraire assez vide en termes de grosses découvertes de romans. Mon année s'est tout de même achevée avec la découverte d'un livre dans lequel je suis en pleine lecture et qui est loin d'être achevé. Et je ne sais même pas si j'ai les capacités pour en parler parce que je suis absolument absorbé par cette expérience. Mais pour tout vous dire, je n'aurais absolument pas les ressources actuellement pour évoquer cette expérience-là. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Danielewski. Pour tout vous dire, c'est un livre que m'a offert mon petit frère pour Noël et c'était, je pense, un excellent choix. J'ai vraiment hâte de vous parler de ce livre parce que je pense qu'il y aura beaucoup à en dire, même s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais je pense que ce serait très intéressant d'y revenir. Donc pour l'instant, je ne peux pas véritablement vous dire ce que j'en pense ou où j'en suis, mais sachez que je risque fortement de vous en parler parce que ça va influencer mon année 2024, je pense. Après, je pense que je vous épargnerai mes investigations philosophiques parce que c'était pas forcément très facile à lire et pas forcément des choses très très contemporaines qui sauront susciter votre éveil. Je pense que je parlerai plus lorsqu'on évoquera les sorties cinématographiques de l'année 2023. Mais si vous avez d'autres petites lectures qui vous ont marqué, pas forcément en roman, n'hésitez pas aussi Ouais, ou à des les livres que vous évoquer. n'avez pas aimés. C'est aussi intéressant Ouais. de voir des livres qu'on n'a pas nécessairement appréciés. Qu'est-ce que j'avais détesté? J'avais lu, moi, Mémoire d'un jeune homme dérangé, j'avais détesté. Ah, c'était de. Ah oui, oui. De Bec BD. BD. Ouais. Je m'étais dit qu'il fallait que j'en lise un et je sais pas. Il était à côté de moi quand j'étais au travail, du coup je l'ai pris. Il était dans la bibliothèque au travail. Je l'ai lu en 2 heures. Enfin, je l'ai vraiment. Et c'était. Voilà. Bah, C'était pas une grande découverte pour ma part. tu n'es peut-être pas tombé sur le bon Bec BD. Je, Bah, du coup, je, tu en recommandes un? je sais pas s'il y a un bon Bec BD, à vrai dire, j'en ai pas lu. Donc, Bah, c'est ma question. Louis, t'as rien que mais j'ai pas été passe par la tête? déçu. En fait, enfin, je pense que mes seules déceptions, en fait, c'était des livres que j'ai pas forcément compris, je pense, ou qui étaient un peu trop difficiles pour moi. Parce que Ah bon? enfin, ouais, j'ai. Alors là, je pense à un en particulier que j'ai lu en tout début d'année, euh, qui s'appelle Les Désarrois de l'élève Torless de Musil, donc celui qui a écrit L'homme sans qualité. Et je ne l'ai pas. Alors, je l'ai lu parce que enfin, j'étais un peu en période de littérature allemande à ce moment-là, et je voulais un peu découvrir les œuvres du modernisme allemand. Et j'avais vraiment
pas la foi de commencer ni L'Homme sans qualité, ni les gros livres, un peu Les Somnambules, tout ça, enfin tous les grands classiques allemands. Donc j'ai pris le plus petit volume de Musil, et j'avoue que je n'ai pas tout saisi parce que c'est quand même extrêmement profond, je pense, et j'ai pas encore l'expérience accumulée pour le comprendre. En fait, rapidement, c'est l'histoire d'une académie de jeunes garçons en Allemagne au début du XXe siècle. Et c'est plus ou moins une histoire je sais même pas comment dire ça en français, mais c'est une histoire un peu de compétition. On découvre à peu près qu'il y a un élève qui se fait harceler par les autres, et en fait Thorles, donc le protagoniste, essaye de le défendre, et en fait ça tombe dans des réflexions plus ou moins reliées au système. Donc c'est une critique un peu du système fasciste qui était en train de se développer, mais c'est plus que ça. Donc ouais, c'est vraiment un livre un peu compliqué, et sinon j'ai pas eu d'autres déceptions à part ça, je pense. Et est-ce que quelqu'un est devenu Lord? Est devenu quoi? Lord. Est-ce que t'as fini tout un auteur cette année? T'as lu les livres de tout un auteur? Ah, est-ce que quelqu'un est devenu Lord? Ok, non, je viens de... Ok. Non, je crois pas. Non plus. J'ai essayé. J'ai presque fini Austen, mais pas encore. Ouais, c'est une bonne question ça. Quels seront vos objectifs livresques si vous avez un auteur que vous vouliez finir ou même commencer l'année prochaine, l'année qui arrive? Oh. Vincent? Je suis en train de réfléchir. Moi, il y a toujours. Je me suis toujours mis en tête de lire tous les livres de Huysmans. D'ailleurs, il y a une semaine, une œuvre, je peux déjà l'annoncer, qui va sortir sur un de ses livres. C'est un auteur que j'aime beaucoup, mais il m'en reste quand même quelques-uns avant de compléter la totalité de son œuvre. Et puis après, ce sera de la philosophie, donc ça, je vais vous épargner ça aussi. Bah mais non, voilà. tu peux aussi le dire, je pense. Bah, je sais que dans ma vie, je lirai toutes les œuvres de Vladimir Yankelevitch, mais pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Mais ce sera un projet, peut-être après ma thèse, lorsque je serai libéré de d'autres contraintes intellectuelles. C'est incroyable ça, comme projet pour le coup. Marine, Et vous? Ouais, de la philosophie. Ah non, moi il me reste juste un Austen et un Brontë, et après j'aurai fini avec ces deux-là. Enfin, ces quatre-là du coup. c'est lequel le bon Wow. qui te reste? Il me reste juste le professeur. J'ai lu là récemment Shirley et Agnès Gray, donc il me reste vraiment plus qu'un. Ah ouais, donc là, une fois que tu auras fini, c'est bon, tu collecteras tous les écrits. C'est Ouais. incroyable ça. Même la poésie pour le coup, et même les romans de jeunesse. Wow. Enfin, les écrits de jeunesse. De A à Z. Est-ce que genre, enfin, Ah non, Émilie. non, c'est une question. Est-ce que genre quand vous avez, enfin du coup toi t'as lu beaucoup de romans de Brontë, des Brontë, mais est-ce que genre est-ce que t'as l'impression que ta lecture des romans a été modifiée en sachant un peu tous les autres écrits qu'elles ont pu produire, ou comment elles sont un peu auto-influencées? Bah pour Émilie ça change rien parce qu'elle a écrit qu'un Ouais. qu'un roman, et c'est vrai, en revanche si sa poésie, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi lyrique. Enfin, il y a une vraie dureté dans Le Haut des Relevants qu'on retrouve pas du tout dans sa poésie. Du coup, c'est hyper, c'est drôle à découvrir. Et en fait, c'est pas, je pense que pour répondre à ta question, c'est pas nécessairement la façon dont une autrice m'a paru différemment après avoir lu ses œuvres, mais comment la totalité, enfin les trois, me sont apparues après les avoir lues les unes après les autres. Parce que du coup, j'ai pu faire une espèce de tableau d'ensemble et me dire, ah oui, celle-ci, on voit plus nettement vers quoi elle se... Enfin, comment elle organise sa pensée, etc. Quels sont ses thèmes de prédilection. Parce que quand j'étais allée à Haworth en Angleterre et que j'avais visité leur petit musée, je me souviens très bien qu'il y avait une espèce de... C'était très bizarre, c'était une espèce de chercheuse qui avait créé un espèce de diagramme avec, pour chaque livre des sœurs Brontë, une sorte de particularité climatique qui était censée représenter leurs œuvres en totalité. Et donc, je me souviens plus exactement, mais pour l'une c'était la pluie, pour l'autre c'était le soleil. Enfin, en fait, il y avait une disparité rien que par rapport au climat qui influençait ensuite les personnages et leur façon d'évoluer entre eux, ou simplement de se réfugier au sein de la maison en fonction des intempéries, en fonction justement du climat qu'ils faisaient. Ah ouais, okay. Et je sais pas, je trouvais ça extraordinaire la façon dont on pouvait passer d'un livre à un autre. Et comme en fait elles ont tout écrit ensemble,
dans le sens où elles ont quand même fait des récits à plusieurs mains quand elles étaient jeunes. Il y a une sorte de continuité, comme si on passait pas vraiment d'un esprit singulier à un autre esprit, mais vraiment une sorte enfin, comme si tous leurs esprits se recoupaient, quoi, et on pouvait suivre clairement le chemin depuis leur plus tendre enfance, quoi. Elles ont continué à être genre complémentaires une fois que chaque... Liées d'une certaine manière. C'était qui l'été, du coup? Question au pif. Alors, me semble-t-il que l'été. le vent... Enfin oui, pas l'été, oui. Oui, je sais, mais du coup, le vent et la pluie, enfin, non. C'était Le Émile. vent, c'était le vent, forcément. La pluie, c'était Anne, parce qu'il pleut beaucoup, beaucoup. Même dans Agnès Grey, c'est ça qui l'empêche de voyager, enfin, qui va définir ses voyages. Et il me semble que les nuages, c'était pour Charlotte. Ok. Tout ce qui est juste un peu gris, quoi. C'est pas intéressant, ça. Donc elle représente l'apocalypse, hein, à L3. Le vent, la pluie, les nuages. Ah oui. Non, mais j'avais pas du tout réfléchi comme ça. Du coup. Super. À chaque fois, on en revient toujours au sang pointé. Non, mais en plus, Même moi, elle commence à me saouler. mais pourquoi? Elles sont toujours là. Mais peut-être Elles me saoulent. peut-être que c'est parce que elle s'impose tellement que... En revanche, j'ai vraiment envie de lire plus de Shakespeare. Moi aussi. Moi, c'est Là, j'ai mon goal. fini Ah, de Tempeste. c'est vrai? C'est vrai? C'était trop bien. Et alors, t'en as pensé quoi? C'est incroyable. C'est super court en plus. Oui. Ah, Ce qui me fait dire qu'on pourra en lire tellement plus. Mais moi, c'est mon but de l'année aussi. Je veux me mettre à lire Shakespeare peut-être pas en entier, parce que genre, ça sert un peu à rien de s'avaler tout à la fois comme ça là, mais vraiment de me poser et de compléter au moins genre Ah, c'est un bien. cycle, une tragédie, une comédie par mois, quoi, un truc comme ça. Ah, super. Parce que ouais, on est. Louis, excuse-moi, mais il fut un temps, il n'est pas si loin que ça d'ailleurs, où tu m'avais dit vouloir lire tout Platon. Où est-ce que tu en es? Oh, la gueule. D'ailleurs, tu Oh, le piège. m'avais même dit que tu voulais étudier à fond Platon, Kant et Schopenhauer, je me rappelle très bien. Alors, Je voulais franchement, savoir où est-ce que tu en étais dans ce projet. ok, alors pour te répondre très honnêtement, Platon, je l'ai totalement abandonné parce que mon intérêt a, comme tu as pu peut-être le deviner, vraiment a chuté. Mais par contre, Affaibli. Schopenhauer, j'ai commencé un petit peu à lire. Alors j'ai pas du tout lu D'accord. son œuvre principale, j'ai commencé à lire des petits textes par-ci par-là dans une collection dont j'ai oublié le titre, qui était en grec ou en latin, je ne sais plus. Enfin le titre est un peu bizarre, mais je crois que c'est Paraga, un truc comme D'accord. ça. Bref. Mais voilà, j'ai pas non plus continué ma quête platonicienne. Platonienne. D'accord. Platonique. Vers l'idéal. Vers l'idée. Mais en plus, t'es dans ta cave, hein. C'est vrai, je suis dans ma cave. Enfin, ta grotte. Ouais. Donc peut-être que... Ta grotte personnifiée. Où sera... Bref. Personne ne va comprendre cette blague. C'est Personne ne va- c'est vrai qu'à chaque fois, tu nous parles dans un contexte assez tragique. Louis, tu es soit dans un état verdâtre et maladif, soit dans une grotte enterrée C'était sous la ça. terre. D'ailleurs, peut-être un éventuel prochain podcast sur, Le cas, les soubassements, ou la cave, Restez- et les grottes et tous ces espaces inframondains. Restez branchés. Peut-être que ça sera... Restez branchés. Mais, Merci pour cette voilà. expression très contemporaine. Restez On se bien sent bien en 2024 avec cette expression, Louis. Restez branchés. Mais donc là, on a parlé des livres. Donc, si vous voulez par exemple parler de vos expériences un peu plus art vivant, spectacle vivant, art, culture, film. Non, mais il y a plein de films qui sont sortis en plus ces derniers temps, donc s'il Oui. y en a Ah. qui vous ont marqué. Ou... Mais j'aimerais beaucoup vous entendre Vincent, sur ça d'ailleurs. Bah, c'est-à-dire que il y a beaucoup de très grands films qui sont sortis cette année que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Ça a été quand même une année extrêmement particulière. Je trouve on a eu beaucoup
de suite à des films extrêmement connus. On a eu un énième Indiana Jones, par exemple, avec beaucoup de déceptions de la part de ces films-là. On a eu une palme d'or pour un film français que je n'ai pas vu, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à en parler. Le dernier film de Scorsese aussi. Donc il y a eu quand même pas mal de petites choses qui sont sorties. Si moi je peux parler de ce que j'ai retenu, c'est quand même un intérêt redoublé, voire un soupçon qui a été jeté sur la technique humaine. On a quand même eu 2 films dans ce sens-là. Il y a eu Oppenheimer, évidemment, qui parle de ce délire de création humaine aux allures d'action divine. On a eu aussi le film The Creator, qui a été fait par qui d'ailleurs The Creator, qui a été fait par Gareth Williams, je crois, qui nous parle de l'intelligence artificielle. Et je pense que ces 2 films sont peut-être à mettre en miroir ou en relation 2 interrogations sur les limites de la technique et sur les évolutions de la science, l'un dans un pendant historique, l'autre dans un pendant prospectif. Oppenheimer, très très bon film évidemment. Je pense que The Creator n'est pas forcément un très grand film. Il a été beaucoup critiqué sur les failles de son scénario, mais malgré tout, c'est un film qui était beaucoup attendu parce que pour un budget relativement restreint par rapport aux autres blockbusters, on a eu quand même un rendu graphique et une exposition esthétique absolument fantastique. C'est un très très beau film avec un message moral très incompréhensible, voire cryptique, peut-être même complètement amoral, et un scénario peu convaincant. Donc ça n'était pas non plus une très grosse surprise, voilà, sur un tout autre ton. Ça a été la déception aussi pour moi en ce qui concernait le dernier film de David Fincher, The Killer, qui n'est pas sorti dans les salles puisque Fincher ne propose plus de films en salle. Visiblement, il est complètement asservi par Netflix et ces films sont toujours aspirés par des contraintes qui ne sont pas les siennes et qui relèvent de cette plateforme de streaming. Ça fait depuis quelques années qu'on n'a plus de grands films de sa part et moi qui espérais beaucoup de ce dernier long métrage, j'ai été encore une fois parfaitement déçu. Parmi les sorties qui sont sorties cette année, moi c'est un peu mon ressenti, mais encore une fois il y a pas mal de grands films que je n'ai pas vus, donc faites-moi part de vos ressentis, de votre expérience. Merci à Vincent pour cette analyse critique. Vincent qui est devenu notre critique cinématographique en l'espace de 10 secondes. C'est incroyable, t'as super bien résumé tout. Je pense qu'on le paye pas assez du coup sur ce podcast. C'est notre référent film. Mais non, mais c'est vrai, c'était un bon panorama. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Ouais, Louis, qu'est-ce que t'as vu? Mais non, moi je suis comme toi, Vincent. Il y a des grands films qui sont sortis que je n'ai pas vus encore. Par exemple, premier qui me vient en tête, là, Anatomie d'une chute, que je veux voir, mais que je n'ai pas encore vu. Et surtout, je veux le voir avant les Oscars, bien sûr, parce qu'il a été nominé, donc voilà, cocorico. Mais ouais, il y a ça. Alors moi, j'ai pas vu non plus The Creator, donc je sais pas trop. C'est la même. En fait, c'est dans l'univers Star Wars, c'est ça, non? Si j'ai bien compris. Non, pas du tout. C'est une œuvre complètement originale. Ah, d'accord. Ok. Il y a absolument rien auquel il se rattache. Il n'y a même pas de roman ou quoi. C'est pas une suite ni un préquel. C'est une œuvre 100% originale. Ok. D'accord. Autant pour moi. Je pensais que c'était un truc. Mais du coup, je pourrais pas te. Mais ça aurait pu parce que Gareth Williams a fait Rogue One, donc. C'est pour ça. Ouais. Voilà. Je me posais la question. Ouais. Mais non, moi, mon année filmique n'a pas été extraordinaire non plus. J'ai vu Indiana Jones comme beaucoup de gens, je pense, et j'ai pas trouvé ça incroyable. Enfin voilà, c'est pas des commentaires très intéressants, mais bon. Et puis si, alors moi peut-être un peu l'événement un peu aussi pour ceux qui aiment les films d'animation, moi je suis allé voir, je crois que Marine aussi l'a vu, Le Garçon et le Héron, qui est le dernier film de Miyazaki. Ah oui. Et ouais. j'ai été un petit peu, enfin, je suis un peu resté sur ma faim parce que c'est un film qui est très étrange par rapport à ces autres productions, et je pense que Marine pourra aussi en parler, mais c'est un film super allégorique, non pas que les autres soient pas allégoriques, mais lui était vraiment très symbolique, limite un peu trop poussé je trouve dans le message,
sur la perte d'un être cher, sur le deuil. Enfin bref, pour moi, c'était vraiment un autre style que ceux au quoi ils nous avaient habitués avant. Mais D'accord. bah, on retrouve toujours les mêmes ingrédients du Motif? succès, donc vraiment Ouais, d'accord. d'un débordement de décor, une fantaisie à tout bout de champ. Enfin, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Marine. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est toi qui m'avais un peu introduit à Miyazaki aussi, mais j'avais trouvé ça. Je sais pas, en fait, je l'ai vraiment bien aimé. Je l'ai pris comme c'était, comme un film d'animation, et j'avais pas du tout d'attente concernant le film, parce que il y en a beaucoup que j'ai apprécié de Miyazaki, mais il y en a certains qui m'ont laissé vraiment très indifférente aussi, donc j'avais vraiment pas d'attente, et au final, j'ai été agréablement surprise. Ce qui me fait penser, enfin, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de films ces temps-ci qui parie, j'ai l'impression, après c'est simplement ce que je pense, mais qui parie beaucoup sur une sorte d'esthétisme au détriment d'une sorte d'intrigue, qui essaie vraiment de jouer sur la beauté, enfin là c'est un film d'animation, mais pour un film, la beauté de certains plans, etc., au détriment peut-être de dialogue par exemple mieux réalisé, ou simplement je sais pas. Je pensais à ça par exemple avec le film qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a fait un certain je sais pas, dont beaucoup parlaient, c'est Saltburn. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui l'a vu. J'en ai entendu parler, Ouais, mais moi je ne l'ai aussi. pas vu Ouais. non plus. Ouais. Hmm. C'est incroyable visuellement. C'est vraiment une expérience filmique incroyable, dans le sens où vraiment on est projeté dans quelque chose qui est juste sublime. Alors derrière, en revanche, enfin c'est pas, il se passe rien quoi. Enfin c'est particulier. Enfin c'est vraiment très étrange d'être simplement plongé dans la beauté d'un décor et d'oublier tout le reste. On en vient vraiment à une sorte de plagiat de films très connus, fabuleux, Monsieur Ripley, enfin ce genre de choses. Enfin c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment pas D'accord. quelque chose d'innovant. C'était quelque chose qui essayait même pas de jouer avec les normes du genre, ou simplement de s'approprier ce genre qui est un peu un thriller, mais voilà, sans vouloir spoiler, enfin qui essaie vraiment je sais pas, enfin ça m'a pas fasciné. J'ai vu Anatomie d'une chute il y a une semaine au Ah, cinéma, parce qu'il est en vue des Oscars justement, il est reprojeté dans des cinémas indépendants du quartier latin. Du coup, je l'ai vu il y a une semaine. Il dure 2h30, je savais pas qu'il était aussi long, et il était absolument incroyable. J'étais vraiment très étonnée, parce que je pensais vraiment pas l'apprécier, enfin vraiment l'aimer, et c'est un film qui était génialissime pour moi. Il était extraordinaire parce qu'il arrivait vraiment. Enfin, je sais pas si d'ailleurs vous savez de quoi ça parle, grossièrement. Du tout. Ok, bah, moi j'ai pas de. Ouais, ça parle simplement d'un couple de deux écrivains, et un beau jour, lors d'une interview avec un chroniqueur, enfin une journaliste, enfin une étudiante journaliste, il y a le mari qui meurt, qui tombe du deuxième étage de leur petit chalet en montagne, et s'ensuit ensuite toute la quête pour essayer de trouver ce qui s'est passé, etc. Est-ce que c'est la femme qui l'a tué? Est-ce que non? Et en fait, je trouve qu'on rentre dans la psyché des personnages d'une façon fulgurante, qui est extrêmement bien mise en scène. Ce qui me fait retourner à ce que j'avais dit sur Expiation, le film que j'avais pas du tout apprécié, parce que justement je trouvais qu'on n'arrivait pas vraiment à rentrer dans l'intimité de certains personnages, que le film n'avait pas réussi à le faire, et je trouve que ce film-là, en revanche, Anatomie d'une chute, le fait d'une façon brillantissime. On arrive pendant 2h30 à être bouleversé vraiment par ce qui se passe, et moi, enfin personnellement, enfin ça m'a vraiment ému. J'ai trouvé le film extraordinaire. Je pense que il y en a beaucoup qui disent que l'engouement est peut-être un peu exagéré. J'ai trouvé que pas du tout, qu'au contraire il faisait, enfin ça fait ça fait plaisir de voir des films français qui donnent un peu de sens au cinéma. Enfin en tout cas celui-ci m'a beaucoup parlé. super. Super. Et c'est vrai que là, on a parlé que des films qui sont sortis cette année, mais peut-être que vous avez vu aussi un film qui n'est pas sorti cette année et qui vous a particulièrement marqué. Peut-être que vous avez redécouvert un vieux film ou que vous l'avez vu pour la première fois. Est-ce qu'il y a, il y a un film que vous avez en tête dont vous aimeriez parler? Moi j'en ai vu, il y en a deux que j'ai bien aimé. Le premier c'était Under the Silver Lake, Oui. euh, qui est incroyable. Ouais. Il est vraiment extraordinaire ce film. Là pour le coup, c'est un des rares films qui conjugue bien tout ce que je disais sur l'esthétisme, etc., la beauté des plans, avec une intrigue qui est spectaculaire. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien fait, vraiment bien mené. Et le film, enfin, il est évidemment
il est amphigourique dans le sens où c'est vraiment très très compliqué de comprendre ce qui se passe. Mais enfin, je veux dire, c'est le but et je le trouve bien fait dans ce sens-là. Parfois, on tombe un peu dans certains clichés. Le film n'a ni queue ni tête, on comprend pas très bien ce qui se passe, mais là il le fait d'une façon assez brillante. Enfin, en fait, je peux même pas expliquer ce qui se passe parce que ça dénaturait un petit peu l'intrigue, mais il était vraiment génial. Et il y a un film un peu plus ancien que j'ai vu cette année aussi, qui était Le Port de l'Angoisse, je crois que c'est ça le nom en français, qui est un film qui est tiré d'une œuvre de Hemingway, donc To Have and Have Not, et dont le scénario a été écrit par Faulkner. Et ça donne un film d'époque, enfin, il est en noir et blanc pour le coup, mais qui est vraiment extraordinaire à regarder. Enfin, c'est vraiment... en fait, c'est du beau cinéma comme on en avait avant. Enfin, c'est vraiment très prenant. Il y a pas de... C'est pas un film qui essaie d'en mettre plein la vue pendant 1h30. C'est juste quelque chose de... Je sais pas, qui prend un peu... là, mais je trouve que c'était une belle redécouverte parce que je regarde pas assez, à mon avis, de films jugés comme, enfin, considérés comme des classiques. Moi, j'avais bien aimé ce film aussi, même si même en effet très très prenant. Ouais. Enfin, tu l'as regardé quand, pour le coup? Je l'ai regardé il y a, je pense, il y a 1 an et demi, mais ouais, je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé en fait assez surprenant avec la figure de cette espèce de détective complètement nul et puis pas si conventionnel que ça, incarné par Andrew Garfield, qui va essayer de décoder littéralement la réalité à travers une espèce de code qui recouvre toute cette société capitaliste. Enfin, j'avais trouvé ça un petit peu fou, mais assez surprenant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était drôle parce qu'il faisait vraiment ce qu'on essaye de faire tous en ce moment, c'est de trouver une sorte de sens caché derrière des choses qui en fait sont assez basiques, quoi. Et en fait, en se prenant parfois peut-être trop au sérieux dans cette découverte, parce que comme si on était un peu tous des détectives de la réalité, alors en fait, simplement réel. On est tous un peu pathétiques au final dans ce rôle de détective du quotidien. Louis? J'ai trop envie de le regarder du coup, parce que ce que vous dites me donne envie de le voir. Mais alors moi du coup j'ai pas... Enfin si, j'ai 2 films que j'ai adorés. Après moi j'aimerais juste qu'on fasse un petit retour sur les films qu'on a détestés, si il y en a qu'on a détestés. Parce que moi je peux vous dire qu'il y en a que j'ai détesté. Mais bah super. Mais rapidement. Mais non, moi j'ai... C'est très 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 classique, hein, mais j'ai découvert... j'ai vraiment découvert Ozu, il n'y a pas très longtemps, le réalisateur japonais. Alors c'était le dernier film que j'ai vu de l'année 2023 et c'était Le Goût du saké. Alors c'est juste... en fait c'est super original parce que c'est des plans qui sont extrêmement géométriques, c'est des scènes qui sont très très lentes, qui prennent leur temps. Et en fait ça parle d'un vieux monsieur veuf qui apprend au fur et à mesure du film en fait qu'il va devoir laisser partir sa fille parce que dans le foyer japonais en fait de cette époque, donc c'est à peu près années 60 et années 70, je sais plus trop, mais la fille vit encore avec son père en fait, elle doit avoir une vingtaine d'années et tout au long du film on a plein de scènes en fait, de scènes en fait avec ce monsieur donc dont j'ai oublié le nom, mais qui boit avec ses amis, avec ses salariés. Et au fur et à mesure de toutes ces scènes, on se rend compte que en fait, l'alcool lui donne plusieurs visions en fait, de la vie, tout simplement. C'est vraiment très bizarre comme explication, mais c'est vraiment le film qui le présente ainsi. Et je ne veux pas dire la fin, parce que là aussi c'est super émouvant, mais c'est vraiment une espèce d'exploration un peu du quotidien, mais c'est très très émouvant. Et voilà, je recommande grandement et j'ai très envie de découvrir ce qu'il a fait ailleurs. Et l'autre film dont je voulais parler, c'était... Parce que j'avais lu aussi une pièce de Strindberg qui s'appelait Le Songe. Oui. Super. Que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai adoré, je l'ai découverte et j'ai trouvé ça incroyable. C'était super moderne en fait. Moi, là par contre, l'histoire est vraiment impossible à résumer. En gros, c'est la fille d'un... Enfin, c'est Indra, la fille d'un dieu hindou, je crois, qui descend sur Terre et qui, en fait, découvre à peu près les misères du monde. Et il y a plein de scènes, en fait, qui se succèdent. Et j'ai regardé le film de Bergman, donc, qui est une adaptation de la pièce.
Et j'ai trouvé ça D'accord. incroyablement surréaliste, magnifique. Il y a une scène en particulier dans une grotte. Voilà, la grotte, c'est le thème de ce podcast. Dans une grotte qui est juste génialissime. Voilà, c'est sur l'importance de la poésie et malgré la tragédie de notre existence, comment la poésie peut nous redonner une envie en fait, de créer du sens. Et en même temps, c'est vraiment une pièce qui est super lourde, donc je ne la recommande pas non plus à tout le monde. C'est vraiment des pavés de misère. C'est vraiment Strindberg, quoi. C'est vraiment la tragédie de l'existence. Nous sommes tous faits pour mourir. Oui. Bref, voilà, c'est très rapidement exprimé, mais voilà, c'était les 2 films que j'ai adorés. Super, ouais, c'est assez jouissif à lire Strindberg, mais parfois c'est un petit peu lourd et c'est en effet, comme tu le dis, souvent très dur à résumer parce que c'est tout un entrelacement de sous-intrigues en général. Ouais. Mais l'adaptation cinématographique de Bergman doit être assez intéressante à voir en comparaison Oui, elle est de très la fidèle. lecture. Elle est vraiment très fidèle au texte, et le texte est déjà très décousu, donc ça donne un film extrêmement moderne. Et la pièce date du fin 19e, donc en fait, on se rend compte que l'espèce d'esthétique du fragment en fait, existait bien avant le modernisme. Chez Joyce ou chez Woolf, quoi. Et toi, Vincent, du coup, est-ce qu'il y a des films que tu as pu voir cette année qui t'ont inspiré? Assez rapidement parce que j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup parlé et puis il faut qu'on avance, mais là c'est très frais dans ma tête parce que je l'ai vu vraiment tout récemment. C'est un film de Lars von Trier qui s'appelle The House That Jack Built, qui est un film extrêmement violent. Je vois que Louis réagit, donc je pense qu'il voit peut-être de quoi je parle. Qui est un film qui est non conventionnel dans tous ses aspects, sauf dans la fin de l'intrigue, même si je veux pas la dévoiler. Mais je connaissais pas véritablement le cinéma de Lars von Trier, mais apparemment tous ces films sont extrêmement différents, mais ce film-là est particulièrement sanglant, violent et tellement perturbant parce qu'il joue avec les codes de la narration, de la psyché d'un serial killer de manière quasiment trop emphatique pour être réaliste. Et il y a un sous-discours sur l'architecture qui est quasiment ironique en fait. C'est quasiment un film qui fait rire tellement il est atroce, mais comme je l'ai vu tout récemment, c'est un film que j'ai particulièrement en tête. Mais sinon, je pense que ma vraie découverte de cette année 2023, c'était Le Gouffre aux Chimères, que j'ai eu la chance de voir sur grand écran, qui est un film du début des années 50, qui est un espèce de film noir qui est réalisé par Billy Wilder. Donc c'est lui qui a fait Certain Lame Show, mais là c'est un film qui n'a rien à voir en termes de tonalité, avec Kirk Douglas qui est oui, un espèce de thriller de film noir sur une personne qui est bloquée dans un gouffre et un journaliste qui va tout faire pour créer un événement médiatique autour de cet incident, quitte en fait à ne pas aider la personne qui est bloquée dans ce gouffre. C'est un film qui est vieux, hein. C'est 1951 je crois, je suis en train de vérifier, c'est ça, c'est 1951, mais très très beau film, superbement exécuté, extrêmement bien joué, donc je pense que ça a été ma révélation de cette année. Louis, est-ce que tu veux réagir par rapport au film de Lars von Trier? Marine, excuse-moi. Non, c'était pas le film dont tu m'avais parlé, Louis, le premier. Un jour, un soir, je me souviens, tu m'avais dit qu'il y avait un film super violent que tu voulais pas, enfin que tu me recommandais vraiment pas de regarder. Je crois que c'était lui, non? Tu m'avais tout expliqué. C'était les meurtres que quelqu'un avait commis, les 5 meurtres ou quelque chose comme ça, non? Oui. Ah, peut-être. Je sais plus s'il y en a 5 ou parce que c'est un film en séquence. Si, enfin il y a ce qu'il appelle des incidents. Il y a 5 incidents. Donc là on parle du film voilà, c'est ça. Mais il y a 5 incidents, le film est découpé comme ça, 5 phases de meurtre en fait, voilà. Ouais. Extrêmement perturbant, enfin ce film. Il y a des moments extrêmement graphique. On se rend compte qu'en fait il y a vraiment des limites à ne pas franchir et en fait il les franchit et ça marche quand même. Donc, exactement, voilà. Mais il franchit vraiment toutes les limites qu'on espère de ne voir jamais être franchies dans le cinéma, et malgré tout il y a beaucoup d'humour aussi dans ce film, c'est qui est très perturbant parce qu'on identifie qu'il y a de l'humour, mais moi j'ai pas réussi à rire malgré tout, donc c'est assez perturbant. Mais je pense que Marine lira le synopsis avec une grande avidité sans jamais voir une seule image du film. Non mais c'est vraiment... Ah, c'est sûr et certain. D'ailleurs je suis en train de le faire là. Est-ce que vous voulez faire un tour rapide des films que vous avez détestés? Parce que je crois que Louis avait pas mal de choses à dire sur ça. Non, c'est vraiment très rapide. Hein. Mais moi, il y a 2 films que j'ai détestés. C'était Tar
au tout début de l'année, sorti avec Kate Blanchett. J'ai vu. Atroce ce film, n'y allez pas le voir. Alors moi je l'ai bien aimé, mais on aura peut-être peut-être en reparler après autour d'un conflit filmique, mais moi c'est un film que j'ai bien aimé. En effet avec Kate Blanchett que moi j'ai vraiment trouvé super dans ce film, mais je voudrais en savoir plus. Alors. Non c'est vrai qu'elle joue très bien, mais j'ai pas trouvé le message très. En bref, on va pas en parler maintenant parce que sinon on va partir dans des. Et il y avait un autre que j'ai. Oui, alors c'était juste pour rebondir un peu sur notre discussion sur les Brontë, mais il se trouve qu'il y a un film qui est sorti sur la vie d'Émilie Brontë cette année, que je ne recommanderais à personne, surtout pas aux fans de son œuvre, ou de sa vie d'ailleurs, même sa vie en fait a été déformée, donc voilà, c'est avec, comment elle s'appelle, Emma Mackey je crois, qui joue très bien aussi, mais bon, bref, pas un très bon film du tout, enfin voilà, rapidement. Et quelqu'un a vu Pauvre Créature? Oui, Louis, t'as vu Pauvre Créature? Vincent, tu l'as vu ou pas? Non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais pas trop si ça vaut la peine d'en parler, mais il est nominé aussi aux Oscars, donc ouais, c'est un film. Allez le voir, c'est un film particulier. C'est tout ce que je peux dire. Merci Louis pour cet engouement. Surtout quand on y est avec ses parents. Oui, moi j'étais avec mes parents en plus, donc c'était bien gênant. Mais c'est ce que je te dis, mais c'est pas faute pourtant qu'on t'ait dit que c'est un film particulier. Mais franchement, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font du discours autour de ça. Notamment, en fait, nous, rapidement, il y a eu une amie qui nous a dit que ce film était super trash. Et c'est vrai qu'il est assez trash. Je m'attendais un petit peu plus, du coup. Donc je pense que j'étais un peu déçu. Je pense qu'on l'a un peu surélevé. Mais ouais, c'est quand même assez perturbant. Donc allez le voir. Et c'est très inspiré de Tim Burton. Donc si vous aimez Tim Burton, voilà. C'est un peu le même univers. Donc je crois que c'est à peu près tout pour nos coups de cœur filmiques. Je sais pas si vous avez d'autres secteurs de la culture que vous voudriez mentionner. Simplement, mais je pense que ça pourra permettre d'opérer une petite transition. Je voulais quand même rappeler que cette année 2024, elle va quand même être porteuse de beaucoup de grands projets cinématographiques et qu'il va falloir ouvrir l'œil, et le bon, puisque il y a quand même des projets très intéressants qui vont sortir. Je peux les citer en masse, mais moi ce que j'attends particulièrement c'est le Nosferatu de Robert Eggers, j'aime beaucoup Robert Eggers, qui a sorti de très bons films récemment comme The Northman ou The Lighthouse ou The Witch un peu plus avant, mais ce sera son prochain projet qui devrait sortir fin 2024, et je pense qu'on devrait s'attendre à un très grand film, je l'espère, même si on pourrait dire que c'est un énième remake de cette œuvre bien connue de Bram Stoker, mais j'ai également l'impression que ça reprend également des codes du film Nosferatu, qui est un film du symbolisme allemand, je crois, du cinéma symboliste allemand, et donc voilà. Mais il y a également, ça c'est quand même assez incroyable, Francis Ford Coppola, qui à 84 ans sort son prochain film qui va s'appeler Megalopolis, qui sort en 2024. Il va falloir être très attentif aussi à la sortie de ce film. On peut citer aussi le prochain film de Cronenberg qui devrait s'appeler The Shrouds, ou encore la suite de Mad Max qui s'appellera Furiosa, qui est plutôt un préquel à Mad Max Fury Road, ou encore le prochain film de Bong Joon-ho qui se rappellera Mickey 17, et voilà, moi il y a quelques projets qui me font peur aussi, tels que Beetlejuice 2 de Tim Burton, voilà, ça m'inquiète tout particulièrement. Il y a aussi un prochain film de Terrence Malick, enfin en tout cas ça va être une année extrêmement riche, donc à surveiller. Et du coup je voulais me demander si vous aviez des attentes pour 2024, que ce soit dans n'importe quel domaine. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, que ce soit en littérature? Est-ce qu'il y a des projets qui vous stimulent? Voilà, si vous aviez encore des choses à dire sur les films que je viens de citer, n'hésitez pas aussi. Du coup, moi j'avoue que pour les films que tu as cités, j'ai pratiquement tous envie de les voir. Du coup, je savais pas que Francis Ford Coppola allait sortir un film. Du coup, je suis très content, parce que c'est vrai que c'est très particulier de sortir un film aussi vieux. Il me semble que Scorsese est pas tout jeune non plus, et il continue à sortir des films. Oui, non, je dis ça, je dis une bêtise, quoi. Enfin,
Non, 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 mais on est d'accord que 84 ans, c'est un âge c'est assez pareil, impressionnant quoi. pour sortir un film. Respectable. Voilà. Ouais, Quoi. ouais, ouais. Mais ouais, non, je sais que c'est très mainstream, entre guillemets, mais j'ai très envie de voir aussi Dune 2, chapitre 2. Parce que Oui, j'ai un peu resté c'est sur la vrai. fin, sur le premier chapitre, et en même temps j'ai adoré, donc j'ai trouvé ça super bien. J'ai envie de voir un peu comment ça se déroule, Mhm. parce que j'ai aussi lu le livre que j'avais pas trop aimé, et j'ai envie de voir un peu comment l'histoire a été adaptée par... Mhm. voilà. Mais ouais, et juste, alors, totalement autre chose, du coup, pour les livres, moi, en fait, moi, là, mon projet, c'est vraiment de un peu revenir, parce que revenir aux sources de la littérature, un peu entre guillemets, parce qu'en fait, à Noël, j'ai reçu un livre de Harold Bloom, qui est un critique un petit peu oublié en France, qui avait écrit un livre sur l'influence entre les artistes, et en Angleterre et en Amérique, il est considéré comme un énorme penseur de Shakespeare, notamment, et de son œuvre. Et donc là, le livre que j'ai reçu, il s'appelle le canon occidental, enfin le Western Canon. Et j'avoue que mon projet, en fait, c'est vraiment de lire tous les livres qu'il cite, donc de revenir aux grands classiques que je n'ai pas lus, en fait. Là, par exemple, je suis en train de lire Don Quichotte. J'adore, je suis en train de découvrir totalement un autre monde, et je suis passionné. Et il y a plein d'autres œuvres que j'ai envie de continuer à lire. Et je suis content aussi parce qu'on avait lu avec Marine on avait lu Great Expectations de Dickens en fin 2023. Et c'est aussi un livre qu'il cite. Et du coup, j'ai lu son article et c'était passionnant. Et vraiment, j'ai hâte de voir toutes les autres œuvres qu'il commente. Ouais, moi aussi en fait, je crois que t'as raison. J'ai très envie de revenir sur des classiques, enfin des œuvres que j'ai pas nécessairement pu lire. Peut-être moins plus en littérature française parce que je me rends compte que je me suis laissée un peu dépasser avec la littérature britannique, moins américaine mais vraiment britannique et que il y a vraiment plein de classiques français que j'aimerais bien redécouvrir ou même des œuvres, des pièces de théâtre que j'ai pas nécessairement lues et qui sont quand même un peu des incontournables. Donc ça c'est pour la littérature. Et cinéma, bah pareil que vous. Enfin, moi, je connaissais pas du tout toute cette liste de films, Vincent. Mais je sais plus quand Tarantino doit sortir son 10e film. Mais je sais qu'aussi celui-ci est hyper attendu parce que ça doit être son dernier. Ah ouais. Mais je sais pas si c'est en 2024 ou plus tard. Je pense que c'est un peu plus tard. Mais c'est vrai que ça va être une année assez intéressante d'un point de vue cinéma. Donc j'ai aussi très hâte. Et aussi, d'ailleurs, j'ai Mais rapidement. t'as complètement raison. Oui, oui, Non, excuse-moi. juste Vas-y, oui. rapidement, je sais pas si c'est cette année non plus, mais je crois qu'il y a Akira, le manga qui va être adapté par celui qui a fait. J'ai oublié son nom. Celui qui a fait Jojo Rabbit et Thor Ragnarok, je crois. Donc voilà, ça c'est un truc aussi que j'attends. Taika Oui, Waititi. Taika Waititi, c'est ça. Ah mon dieu, c'est vrai. Ouais, il va faire Akira. Voilà, c'est un projet super loufoque. T'as vu mais- ma grimace de dégoût? Non, mais je trouve que c'est vraiment un réalisateur bizarre, mais en même temps, c'est conforme au projet, je trouve. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé Jojo Rabbit, mais Ouais. c'est vrai qu'il a pas, il a moins le vent en poupe ce réalisateur depuis qu'il a fait son dernier film chez Marvel, et il a perdu en popularité, mais je pense qu'il peut revenir en force avec un film comme ça. Je pense que le ton serait en effet assez cohérent. Ouais. Et Marine, t'as complètement raison, Tarantino. Je pense que ce sera soit fin 2024 ou début 2025, donc je sais pas Ouais, c'est exactement, vrai. mais je crois que ça devrait arriver dans ces eaux-là, t'as raison. Son 10e Dernier. et peut-être dernier film, parce qu'il a dit Peut-être. en effet qu'il n'en réaliserait que 10 dans toute sa carrière, mais j'attends de voir quand même, parce que je vois mal ce qu'il ferait d'autre de sa vie. Il est encore jeune, donc ça c'est le grand questionnement de tout le monde, mais s'il veut faire comme Coppola et réaliser jusqu'à ses Jusqu'à 84 ans, il a. 95 ans. Je pense qu'il a de la marge. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est Donc, vrai comme mais oui, Miyazaki, et en fait, il dit qu'à chaque fois il s'en va, et en fait, il est toujours là quand on a besoin de lui. peut-être bien. Peut-être qu'il dira je vais en sortir 10 derniers. Mais, et puis d'un autre côté, ça a été une stratégie extrêmement payante pour lui parce qu'en disant qu'il n'en ferait que 10 dans sa carrière, tous les acteurs se sont bousculés pour jouer dans pour ces jouer films. dans son dernier. Ça a été une très bonne stratégie aussi. Mhm. Donc, à voir comment ça va, comment ça va évoluer. Ouais. Bah écoutez, je pense que c'est une bonne manière de commencer cette année et de En culture. voilà et de propulser tous nos projets culturels et d'essayer de les accomplir parce que je sais qu'on a tous Absolument. des bonnes résolutions culturelles, mais il faut aussi qu'on passe à l'étape où on les coche vraiment.
Donc je sais pas si vous avez d'autres projets, culturels ou non d'ailleurs, à mentionner en fin d'épisode. À part le podcast. J'ai très envie d'aller au théâtre cette année. Ouais, moi aussi. Ouais, je partage ça aussi. J'ai très envie d'aller au théâtre. Il fut un temps où nous allâmes beaucoup au théâtre tous les trois. Autrefois. Mais moi, c'est vrai que c'est Pour ma part, un compliqué. peu illégalement. Ouais, mais quand même. Mais c'est quelque chose que j'ai complètement délaissé, mais ça me ferait plaisir qu'on puisse échanger de nouveau tous les trois sur ce qu'on peut aller voir au théâtre. Ouais. Je connais pas trop la scène En ce moment. théâtrale au Canada, mais je sais pas. Enfin, Moi non plus, je suis pas sûr qu'elle soit très stimulée, Bah. mais je mènerai mon investigation. Non, mais quand tu viendras à Dramaturgique. Paris, il faudra qu'on aille à l'Odéon. Ah bah bien sûr, évidemment. Aller dans les faubourgs, voir les pièces de boulevard. Ouais, dit comme ça me donne très envie. Et ben, merci à Vincent et Louis pour leur petit compte rendu de leurs expériences culturelles de 2023. Merci à toi aussi. Et tous les beaux projets, ouais, tous les beaux projets qu'il y aura en 2024, qui passeront aussi par ce podcast parce qu'on est content de décrypter un petit peu certains livres et certains films avec vous. Ça nous fait toujours plaisir, non seulement parce que ça nous permet d'en parler tous les trois, et aussi parce que ça nous permet de réfléchir dessus, ce qu'on ne peut pas nécessairement faire toujours au quotidien à cause de nos programmes différents. Et sur ce, je vous souhaite, un peu en retard, mais une excellente année 2024, plein de bonnes choses et beaucoup de livres à lire et de films à voir. Sur le podcast Sur le podcast inachevé. Inachevé. À très bientôt. À bientôt.